Les falaises de Belle-Île-en-Mer. Des rochers à pic, fouettés par le vent et l'écume, s'élèvent entre la mer d'un côté et les hommes de l'autre. Frontière sans être limite. C'est un espace entier, jusqu'il y a peu parcouru de vie, d'écosystèmes complexes. Mais aujourd'hui, tout a changé. Comme si nous avions, ici aussi, commencé à gommer l'avenir des espèces qui habitent les falaises depuis parfois des milliers d'années. Et pourtant, en dépit des obstacles, quelques populations persistent, accrochées aux rochers et aux vagues, et évoluent secrètement à chaque marche de ce monde à la verticale. C'est le but de ce film. Habiter les falaises, montrer leur diversité, leur beauté étrange, leur fragilité. Les revoir, encore une fois. Le jour se lève sur Belle-Île-en-Mer et déjà, les premières couleurs apparaissent. C'est ici que débute notre aventure, en haut de la falaise. Elles sont comme des géants, silencieux, taillés dans le schiste, juste à la limite entre terre et mer. Elles donnent refuge à certains animaux discrets, silencieux. Même si à première vue ce paysage paraît désolé, la vie est bien là. Il faut seulement prendre le temps de l'observer. Les oiseaux, les lapins, sont les premiers à se manifester. Tous se concentrent autour des ruisseaux qui coulent vers le bord de la falaise. C'est ce chemin de l'eau que je vais suivre jusqu'à la mer. Les animaux, eux, resteront sur le plateau. Ils disparaîtront, comme chaque matin. Ce n'est qu'une fois au bord que l'on se rend compte à quel point la côte est grandiose ici. Des kilomètres de roches, déserts, seulement dérangés par le va-et-vient des bateaux de pêche au large. C'est rare qu'ils s'aventurent par ici. Il y a trop de rochers, trop de houle, trop de courant, pour qu'ils puissent déployer leurs filets géants, leurs casiers, leurs chaluts. C'est peut-être ce qui la rend si spéciale, cette falaise. Il semblerait que personne ne puisse la déranger. En bas, c'est la crique parfaite. Elle abrite tout ce qu'il nous reste de beauté sauvage. C'est ici que tout va se passer. C'est ici que je vais faire mes plus belles rencontres.
Sur le flanc de la falaise, une silhouette noire s'agite. C'est le cormoran huppé. Cet oiseau marin est parmi les seuls qui vivent encore sur la falaise, à plus de 30 mètres de haut. Au printemps, les cormorans reviennent s'installer sur la falaise pour se reproduire. Ils s'unissent pour la vie. Pour retrouver leur partenaire, leur plumage se transforme en une superbe houppette. Cette drôle de coiffure leur permet de reconnaître les différents membres de la colonie. Même avec ça, pas facile de se repérer avec autant de monde. Heureusement, ces deux-là ont réussi à se retrouver. La femelle a déjà pondu 3 œufs dans le nid qu'elle a construit sur le flanc de la falaise. Pendant qu'elle couve, le mâle va pêcher en mer et lui rapporte des poissons. Toute la colonie, maintenant réunie, veille sur les œufs. Ils sont plus de 30 individus à s'être rassemblés au pied de la falaise. C'est là qu'ils vont passer les prochaines semaines, en attendant l'éclosion. Le miracle est arrivé. Ce cormoran est né dans la nuit. Il a à peine quelques heures. Mais déjà, il a faim. Les cormorans sont d'excellents pêcheurs et ils savent qu'au pied de la falaise se trouve la nourriture dont les poussins ont besoin. Mais l'hiver aura beau être terminé, le beau temps n'est pas encore revenu. Même perchés à 30 mètres de haut, les nids sont en proie à la houle et aux embruns. Les tempêtes, venues de l'océan Atlantique à l'ouest, rendent la pêche difficile et périlleuse. Ce mâle n'a pas le choix. S'il veut que les poussins survivent, il doit plonger pour attraper des poissons pendant que la femelle couve. Alors que d'autres renoncent, lui s'élance dans les vagues. Dans les remous, il nage comme il peut, à la recherche de quelque chose à ramener au nid. Il aura beau être bon nageur, la tempête est trop forte. Même les nageurs experts sont rendus humbles par la force de l'océan. Lui, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il se blesse,
il sera incapable de nourrir les poussins. Il s'en sort de justesse. Il arrive à peine à nager jusqu'au bord. Épuisé et bredouille, il retourne vers le nid, où il va devoir attendre et espérer que les poussins tiennent bon. Quelques jours plus tard, la tempête est passée et la mer a retrouvé son calme. Les cormorans, eux, sont de nouveau prêts à plonger. Avec le retour des beaux jours, des milliers de petits poissons sont venus du large pour se reposer dans les eaux peu profondes, en bas de la falaise. C'est la nourriture dont les poussins ont besoin pour grandir et apprendre à voler au cours des prochaines semaines. Heureusement, ils ont tous survécu la tempête. La famille est au complet. Pour les mâles, il est temps de retourner en mer à la recherche de poissons. En groupe, ils collaborent pour repérer le banc. Et alors, ils plongent, parfois jusqu'à plus de 20 mètres de profondeur. Finalement, ce mâle aura bien récupéré. Grâce à ces efforts, ces poussins sont en train de se transformer. Jour après jour, ils grandissent. Sous l'œil de leurs parents, ils apprennent à remplacer leur duvet par de belles plumes noires brillantes. Leurs yeux, gris au début, tournent au vert, ce qui leur permet de voir sous l'eau et de plonger. Ses parents ont réussi leur mission. Les poussins sont enfin prêts à quitter le nid. Ils ne reviendront sur la falaise que dans quelques années pour se reproduire à leur tour.
D'ici là, l'essentiel de leur vie se passera en mer, là où ils appartiennent. Les cormorans n'ont pas choisi cette falaise par hasard. Ils savent que c'est un des derniers endroits que les poissons fréquentent. À cause de la surpêche, ils se font rares, très rares. Belle-Île en mer aura beau être dans une aire marine protégée, elle a tout d'un désert de vie marine. Mais ici, au pied de la falaise, c'est différent. Il semblerait que la vie marine ait trouvé refuge ici. En bas de la falaise, on trouve par exemple une immense prairie sous-marine. C'est l'herbier de Zoster. En forme de brin d'herbe, la Zoster joue un rôle crucial dans la régulation de notre climat. Elle absorbe 30 fois plus de carbone que la forêt amazonienne. Mais surtout, elle sert de nurserie à de nombreuses espèces de poissons, de crustacés, de mollusques, comme la seiche par exemple. Cet animal de la famille des pieuvres n'est pas facile à trouver. Mais voilà un premier indice. Sur ces brins de Zoster, ces capsules noires en forme de raisin sont des œufs. Les parents ne devraient pas être loin, cachés dans les brins d'herbe. Ils ont raison d'être méfiants par ici. Les seiches n'ont pas que des amis dans l'herbier. Voici la roussette, le plus petit des requins des eaux bretonnes. Elle aura beau avoir l'air endormie, elle est bien éveillée. La roussette attend patiemment cachée le passage d'une proie facile. Même si elle fait moins d'1 mètre, la roussette est un prédateur pour la seiche. Et avec elle dans les parages, il sera quasiment impossible de trouver une seiche par ici. Je passe mon chemin et je continue à explorer l'herbier. Un peu plus loin, voilà ce que je cherchais. Une seiche camouflée dans le sable. La seiche est extrêmement timide et elle a de bonnes raisons.
Elle est pêchée en énorme quantité ici. Pas de danger avec moi, je ne suis là que pour observer. Alors pour éviter de l'effrayer, je me cache dans les brins austères, comme la roussette. Le tout est d'établir une relation de confiance. Parce qu'au moindre geste brusque, elle prend peur. Au bout de quelques minutes, la sèche est enfin en confiance. Mais où est-ce qu'elle m'emmène ? Elle se dirige vers la limite de l'herbier, vers le large. Hypnotisé par ses couleurs, je ne peux que la suivre. Pour se fondre dans son environnement, la sèche change de couleur. Plutôt verte dans l'herbier, elle tourne au brun ici. Elle est même capable de changer de texture. Lorsqu'elle s'approche de ce fond sableux, elle devient rugueuse et adopte un motif qui se confond avec celui du sable. Cette extraordinaire capacité à se camoufler est permise par la présence de cellules spéciales à la surface de sa peau. Elles réfléchissent la lumière et changent de couleur en fonction de son humeur. Cette experte en camouflage est aussi capable de s'enterrer complètement dans le sable. Elle devient alors pratiquement invisible. Elle est en sécurité ici. Personne ne viendra l'embêter. Enfin à l'abri, elle s'endort. Et je me demande bien de quoi elle peut rêver pendant ses siestes. Après quelques minutes, la sèche repart vers l'herbier. Elle doit veiller sur ses œufs et s'assurer qu'ils restent cachés dans les brins d'herbe. Avec autant de sable sur les tentacules, un nettoyage s'impose. Grâce à son siphon, la sèche éjecte de l'eau pour se débarrasser du sable. Et voilà, elle est enfin prête.
impossible de se lasser de la présence d'un tel animal, aussi intelligent et sensible. Mais c'est ici que nos routes se séparent. Moi, je continue vers le large, là où c'est plus profond encore. J'espère juste qu'il n'y arrivera rien sur le voyage de retour. La sèche m'a emmené dans un nouvel endroit, la forêt de laminaire. Cette algue brune recouvre presque chaque rocher tombé de la falaise. Elle crée une gigantesque forêt sous-marine où les poissons et d'autres espèces peuvent se cacher. La forêt de laminaire s'étend sur des centaines de mètres. Ici, elle n'a pas encore été endommagée par les engins de pêche ou les espèces invasives. Elle paraît intacte. Comparé à l'herbier des Austères, c'est plus profond ici, plus sombre aussi. Les rayons de soleil sont filtrés par l'eau de mer, rendant le décor encore plus silencieux et fragile. J'ai appris de la sèche que parfois, il vaut mieux rester caché pour ne pas déranger. Avec le va-et-vient que crée la houle, on dirait que la forêt de laminaire respire. Tout comme l'herbier des Austères, c'est un écosystème unique et aussi l'endroit parfait pour jouer à cache-cache. Après quelques minutes, les habitants de la forêt de laminaire apparaissent. Entre chaque rocher, des tunnels, des failles et des grottes recouvertes d'un toit de laminaire. Cette caverne me paraît particulièrement intéressante. Mais pour pouvoir entrer, il faut se faire tout petit. Bien qu'elle puisse sembler vide au premier abord, les cavernes de la forêt de laminaire abritent un grand nombre de toutes petites créatures. Avec le manque de lumière naturelle, je dois utiliser des lampes spéciales pour ramener les couleurs de ce temple silencieux.
plafond de cette grotte, je tombe sur quelque chose qui ressemble à un nid. Le propriétaire des lieux est ce poisson, le crénilabre. Il a une façon très particulière d'accueillir ses visiteurs. Avant de laisser quiconque s'approcher du nid, il fait une inspection en profondeur. Une fois autorisé à s'approcher, il retourne directement à son activité principale, nettoyer le nid. On pourrait dire qu'il est un peu obsédé par le nettoyage. Et vu qu'il a l'air très occupé, je préfère le laisser tranquille. Pendant que le crénilabre faisait son numéro, quelqu'un nous observait. Juste à l'extérieur de cette caverne vit un animal tout aussi intrigant. Et le premier signe de sa présence, ce sont ces roches, empilées comme pour faire un mur. Quelqu'un a dû construire cette structure. À part moi, il n'y a personne ici. Alors ça ne peut être qu'une seule chose. Une pieuvre. Avec les roches qu'elle trouve au fond de l'eau, elle est capable de construire des murs pour se protéger des prédateurs. Et tout comme le crénilabre, elle n'autorisera personne à entrer sans une inspection. La meilleure façon d'être autorisé à rester, c'est de rester parfaitement immobile. Elle inspecte tout mon équipement. Et là aussi, je dois faire attention. Au moindre mouvement brusque, elle se replie. Elle a raison d'être prudente. Elle a des cicatrices. Et il lui manque toute une tentacule. Elle a déjà dû être attaquée. Après quelques minutes, la pieuvre finit enfin par sortir de sa caverne. Même si elle est curieuse, elle ne prendrait pas un tel risque si elle n'avait pas une idée derrière la tête. La pieuvre est un animal extrêmement intelligent. Tout ce qu'elle fait est parfaitement calculé.
à quelques mètres de là, des dizaines d'araignées de mer. Au début du printemps, ces étranges créatures remontent des profondeurs vers les eaux peu profondes pour se reproduire. Les pieuvres se nourrissent d'araignées de mer. Et cette migration est exactement ce qu'elle attendait. Elle devra être extrêmement prudente. Les araignées de mer ne sont pas faciles à attraper. Et pour les atteindre, elle doit parcourir au moins 10 mètres à découvert. Plutôt que de nager, la pieuvre préfère marcher pour passer inaperçue. Elle se cache dans les laminaires. Les araignées de mer, elles, ne se doutent de rien. Maintenant presque à mi-chemin, la pieuvre est prête à passer à l'action. Pour se camoufler, la pieuvre change de couleur et de texture. Elle peut imiter presque tout. Roche, sable, laminaire. Partout là où elle va, elle est invisible. Elle est experte en furtivité. Même avec une tentacule manquante, elle bouge vite et elle est difficile à suivre. La pieuvre se rapproche et avec ses tentacules, elle commence à explorer chaque fissure, chaque rocher à la recherche d'une araignée de mer. La pieuvre a fait mouche. Cachée sous son manteau, une araignée de mer s'est fait attraper. Elle a déjà commencé à la mettre en pièces. Mais elle est maintenant à découvert. Et avec de possibles prédateurs qui rôdent, il est plus sûr pour elle de retourner dans sa caverne. La pieuvre est équipée d'un bec. Avec cet organe spécial, elle peut injecter un venin neurotoxique à sa proie, la paralysant quasiment instantanément. Malgré ses pinces puissantes, l'araignée de mer n'avait aucune chance. Cette pieuvre aura été récompensée par le risque qu'elle a pris. Elle se retire dans sa cache
où elle mangera sa prise pendant la nuit. Le soir, le soleil donne à la mer ses plus belles couleurs. Le ciel rougit sur la falaise. Le grand spectacle de la nuit va commencer. Il faut attendre patiemment les derniers rayons. Quels animaux habitent l'obscurité? Et que font-ils dans le noir? Pour trouver les réponses, il faut redescendre là, en bas. J'emmène avec moi 2 choses. Des lampes classiques pour éclairer la nuit, mais aussi une lampe spéciale, une lampe bleue. J'ai lu que certaines espèces étaient fluorescentes. J'ai besoin de voir ça de mes propres yeux. Cette prochaine plongée se fera sous les étoiles. Elles brillent comme des milliers d'écailles, éparpillées dans la nuit. Tard, la lune se lève et cette fois c'est sûr. Sous la surface, ce sera le noir complet. Une fois en bas, je suis accueilli par une survivante, la raie brunette. Cette raie a pratiquement disparu. Pêchée jusqu'à la quasi-extinction, sa rencontre est un événement exceptionnel. Dans le noir, difficile de se rendre compte de la taille de l'animal, mais elle fait plus d'1 mètre d'envergure. Comme un guide, elle m'emmène dans l'obscurité. Là aussi, je suis hypnotisé par les motifs sur son dos. Je ne peux que la suivre. Après quelques dizaines de mètres, elle s'arrête. Elle n'ira pas plus loin. Ce serait aller au-delà de son territoire. Mais elle m'aura déposé en face d'un immense champ d'anémones. Ici, au pied de la falaise,
il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. On les trouve par centaines. Ce sont ces anémones qui sont fluorescentes. Éclairées avec des lampes normales, elles ont une belle couleur brune, avec des pointes roses. Mais lorsque j'allume ma lampe bleue, alors ma plongée devient un voyage psychédélique. Au fur et à mesure que je m'enfonce dans le noir, les créatures que je rencontre deviennent de plus en plus étranges, colorées. Alors que la nuit devient de plus en plus noire, certains animaux se replient dans leur cache et se font de nouveau invisibles. Je suis sur le point d'apprendre que la nuit n'est pas une fête pour tout le monde.
Caché dans sa caverne, ce poisson de couleur bleue est un congre. C'est le plus grand prédateur que l'on rencontre en bas de la falaise. Celui-là fait près de 2 mètres de long. Les congres sont pratiquement aveugles. Alors la nuit est à leur avantage. Pour se repérer dans la nuit, ils utilisent leur odorat. Ils sentent leur environnement. Nous sommes maintenant au cœur de la nuit. Et avec autant d'activités autour de sa caverne, le congre sent qu'il est temps de sortir chasser. Sa proie, le congre renifle chaque recoin, chaque rocher, en quête d'une odeur, d'un signe de la présence d'autres poissons. Rien par ici. Il est temps de changer de zone. Lui n'a aucun problème pour nager à découvert. Il n'a absolument rien à craindre d'autres prédateurs. Cette fois, le congre a senti quelque chose. Pour passer inaperçu, il nage très près du fond. Il suit la piste de l'odeur du poisson. Le congre le sent. Le poisson est passé par ici. Il n'est plus très loin maintenant. Le poisson s'est caché sous ce caillou. Le congre le déloge et le repousse vers l'extérieur. La nuit, le congre règne en maître sur la falaise. Pour mieux observer les congres, je retourne plonger au pied de la falaise, une fois le jour levé. Pour les trouver, il faut aller encore plus loin. Encore plus profond. Les congres se plaisent dans les épaves de bateaux, et il y en a des dizaines autour de Belle-Île. À première vue, ce sont des lieux lugubres, vides. Mais là aussi, il faut prendre le temps d'observer.
Une fois arrivé au cœur de l'épave, je me rends compte qu'elle abrite des milliers de poissons. Ironiquement, cette épave est celle d'un chalutier. Il aura été construit pour pêcher des poissons et il est maintenant devenu un refuge de vie marine. Les épaves sont des lieux difficiles d'accès pour les pêcheurs. Les filets et les casiers s'en mêlent dans la ferraille. C'est sans doute pour ça qu'il y a autant de vie ici. À certains endroits, il y a tellement de poissons que l'épave devient quasiment invisible. C'est dans les entrailles du chalutier que se trouve le sanctuaire des congres. C'est ma prochaine étape. J'ai entendu toutes les histoires à propos des congres. Ils seraient des monstres marins agressifs, des serpents de mer extrêmement dangereux. Toutes ces légendes sont racontées par les pêcheurs, mais eux n'ont jamais vu les congres autrement que hors de l'eau, sur le pont de leur bateau, hameçonnés et mourants. C'est une toute autre expérience que de voir ces animaux dans leur élément naturel. Libres. Ils auront beau être géants, si on ne les embête pas, ils sont complètement inoffensifs. Ils habitent chaque recoin de l'épave. Il y en a des dizaines. En réalité, les congres de cette épave se préparent pour leur dernier voyage. Une fois arrivés à maturité, ils migrent jusqu'aux Açores, au large du Portugal, pour se reproduire. Un voyage épique de 8000 km. Mais c'est aussi un aller simple. Les congres ne reviendront pas. Là-bas, à 4000 mètres de profondeur, ils se reproduisent. Et ensuite, ils meurent. Leur descendance remonte alors des profondeurs et dérive au gré des courants. Ils seront ramenés par la mer jusqu'ici, en Bretagne.
Alors, comme leurs parents, ils reviendront ici, au pied de la falaise, et trouveront un bout d'épave qui leur servira de refuge. Personne ne sait comment les congres réussissent à retrouver leur chemin, de la Bretagne jusqu'aux Açores. Personne ne sait non plus comment ils se reproduisent. C'est un phénomène qui n'a jamais été observé. Les congres restent un mystère, mais une chose est sûre, ils n'ont rien de monstrueux. Dans leur élément naturel, ils sont magnifiques. Au cœur de l'épave, les congres sont partout. Et je me demande combien d'entre eux sont sur le point d'entamer leur dernier voyage. C'est ici que nos routes se séparent. Moi, je continue vers les profondeurs. Je leur souhaite une bonne route. Me voilà arrivé dans la zone la plus profonde, en bas de la falaise. Bien sûr, le fond continue de descendre vers le large. Mais moi, je ne peux pas aller plus loin. 40 mètres est la limite que je ne peux pas dépasser. Il y a tellement peu de lumière qui atteint cette profondeur que tout paraît minéral, nu. Et pourtant, il y a bien quelques créatures étranges qui habitent ce monde fait de roches et de vide. C'est comme revenir dans le passé, vers des formes de vie primitives, préhistoriques. Mais ma plus belle trouvaille, ce sont ces coraux. On les appelle les gorgones. À cette profondeur, la croissance des coraux est extrêmement lente. Ils ne grandissent que de 1 cm par an. À en juger la taille des individus de cette colonie, j'estime que la plupart sont centenaires. Les gorgones se développent en forme d'éventail, perpendiculaire au courant apporté par les marées. Elles sont recouvertes de milliers de polypes
qui permettent de filtrer l'eau et de capter les nutriments en suspension. Pas facile de me défaire d'un tel trésor, mais cette fois, il est temps pour moi de remonter vers la surface. Une fois arrivé à la surface, quelque chose dans l'eau se met à scintiller. Éclairé par le soleil, un gigantesque banc de sardines brille dans le bleu. Elles aussi ont presque disparu des côtes de Belle-Île-en-Mer. Peut-être qu'elles sont le symbole de notre histoire avec l'océan. Une histoire basée sur l'exploitation, la peur, la compréhension. Et pourtant, ici, au pied de la falaise, elles sont revenues. Rien à voir avec les quantités qu'il y avait autrefois, mais malgré tout, elles sont le signe que si on donne la chance à l'océan de se réparer, la vie reprend le dessus. Dans les airs, les sardines ont attiré un groupe de fous de bassin. Ils sont venus de l'autre bout de la Bretagne pour se nourrir sur ces poissons. Peu de temps après, ce sont les sternes, arrivés droit du Mozambique, qui se joignent à la fête. Cette profusion soudaine de nourriture attire les visiteurs les plus élégants de la falaise. Les dauphins. Une famille entière est venue jusqu'ici, au pied de la falaise. Dans le groupe, des adultes mais aussi des jeunes. Ils sont nés un peu plus tôt cette année. Tous viennent ici pour profiter du peu de ressources naturelles qu'il nous reste. Chaque année, ce sont plus de 10 000 dauphins qui meurent sur la façade atlantique française, attrapés par les filets des pêcheurs. Mais aujourd'hui, pas un seul chalutier en vue. Aujourd'hui, ils sont libres. C'est une expérience unique que d'interagir avec des animaux sauvages, libres. Et pourtant, l'avenir des espèces qui habitent Belle-Île-en-Mer
n'a jamais été aussi incertain. En raison d'un manque criant de protection, la vie marine a largement diminué. Elle a parfois presque disparu. La falaise, elle, reste un lieu rêvé, secret. Elle renferme tout ce qu'il y a de plus beau. Elle est le symbole de ce qu'il nous reste. Et ce qu'il nous reste, c'est ce que nous devons protéger.